L'austérité, si on revient sur les 30 dernières années, a été appliquée à plusieurs reprises, par tous les partis politiques qui ont été portés au pouvoir au Québec, PQ, libéral, CAQ. Ces mesures, qui ont pour objectif de réduire le fardeau fiscal de la dette en réduisant entre autres la taille et la qualité des services publics, finissent par s'additionner, générant une situation de chaos dans les services publics. 1996-2001, le déficit zéro. À partir de 1996, c'est le conservateur péquiste Lucien Bouchard qui lance le bal avec le déficit zéro. Avec des slogans tels que « Il faut se serrer la ceinture », il s'attelle à la tâche de réduire les dépenses des services publics. Il opère donc des compressions budgétaires de plus de 6 % dans les services publics et y effectue une importante réduction de personnel en encourageant les départs à la retraite et en ne renouvelant pas tous les postes. C'est alors tout le système des services publics qui sera fragilisé. Dans un document du Mouvement d'éducation populaire autonome du Québec, le MÉPAC, l'organisation rappelle que le gouvernement du PQ de Lucien Bouchard a entraîné des coupures d'1 milliard de dollars en éducation et de 2 milliards en santé et aboli près de 50 000 emplois dans les services publics et parapublics, notamment en santé. Pour moi, c'est le père fouettard des mesures d'austérité. D'ailleurs, à peine 4 ans plus tard, le programme de retraite anticipée dans le secteur de la santé génère un manque de personnel important chez le personnel infirmier. Les problèmes de surmenage du personnel soignant deviennent presque une norme et génèrent une grève générale des infirmières qui est sévèrement encadrée par des lois antisyndicales forçant le retour au travail. Lucien Bouchard, c'est lui aussi qui amènera le Québec à gérer les dépenses publiques en fonction de l'augmentation de la dette. Car Lucien Bouchard ira jusqu'à créer la loi sur l'équilibre budgétaire qui va en quelque sorte participer à systématiser les politiques d'austérité, les rendre durables dans le temps en créant l'obligation légale d'avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Mais il y a ici une manœuvre digne de Machiavel, je dirais. Car rappelez-vous, tel qu'entrevu dans la dernière note sur l'austérité, qu'à partir des années 80, on privatise, entre autres, des sociétés d'État qui étaient lucratives pour l'État et on réduit la charge d'imposition aux entreprises, ainsi que d'autres passe-passe fiscaux, créant ainsi un manque à gagner structurel. On pourrait dire, privant l'État de certaines sources de revenus auparavant récurrentes. C'est comme si on avait tout mis en place pour qu'une dette s'accumule. La voie néolibérale, où l'on cherche à réduire les services offerts par l'État pour que ceux-ci soient repris en main par le secteur privé, est alors pavée. En 2003, le Parti libéral, arrivé au pouvoir, continuera dans cette voie néolibérale de manière plus prononcée encore. Jean Charest, qui sera élu 3 mandats de suite, de 2003 à 2012, ajoutera dans sa gestion des services publics l'autre obsession des apôtres du néolibéralisme, le concept d'utilisateur-payeur et des partenariats publics-privés. Ce qu'il appellera la réingénierie de l'État, il nous conduira, par son entêtement à l'appliquer malgré la grogne populaire, à la grève générale illimitée étudiante de 2012 contre la hausse des frais de scolarité de 1 625 $ qu'il voulait imposer dans le cadre de cette réingénierie de l'État. Le mouvement étudiant, dont la victoire reste mitigée, permit tout de même de freiner la hausse. Avec comme bilan de lutte, beaucoup trop de gens arrêtés, brutalisés, mutilés, traumatisés par rapport aux résultats politiques obtenus. Mais globalement, on résume le règne de Jean Charest sur le plan social par des hausses de tarifs et la privatisation de certains services publics, tels que les CHSLD, qui seront pris en charge par des firmes privées et qui nous conduiront, entre autres, 15 ans plus tard, à la crise sanitaire dans les CHSLD privés durant la pandémie. Quoi qu'il en soit, suite au printemps érable, Jean Charest déclenche des élections hâtives et c'est le Parti québécois qui remporte le pouvoir. 2012-2014. Indexation des frais de scolarité au taux d'inflation. Puis, suite à ce bras de fer entre étudiants et le gouvernement libéral, le Parti québécois, qui se disait du côté des étudiants contre la hausse, est élu pour une courte période de temps et effectue tout de même une hausse des frais de scolarité, mais de moindre ampleur, c'est-à-dire en augmentant les frais de scolarité en fonction du taux d'inflation. Après les élections anticipées de 2014, le PQ est défait et le Parti libéral revient au pouvoir avec un nouveau chef et les politiques de compression budgétaire antisociale se poursuivent. 2014-2018, rigueur budgétaire. Cette fois, avec Philippe Couillard aux commandes, on parlera de rigueur budgétaire pour continuer d'appliquer l'agenda économique néolibéral.
Ainsi, entre 2014 et 2018, le MIPAC, dans son document, parle de coupures de 3,7 milliards de dollars, de réduction de services auprès des enfants avec difficultés d'apprentissage. La santé et les services sociaux perdent près de 10 % des emplois. Dans un communiqué datant de 2018, le syndicat de la FAE rappelait que pour le secteur spécifique de l'éducation, entre 2010 et 2016, c'est 1,5 milliard de dollars de compression qu'a subi l'école publique. C'est donc une cohorte entière d'élèves qui a été sacrifiée sur l'autel de l'austérité. En 2015, il y a eu une tentative de créer un nouveau printemps étudiant, de type grève sociale contre l'État. Mais ce mouvement contre l'austérité a été réprimé et s'est vite éteint. Avec Couillard, c'est le secteur de la santé qui en pâtit davantage. 2014-2015, coupure en santé de 219 millions de dollars. 2015-2016, coupure en santé de 450 millions de dollars. Puis en 2016-2017, d'autres coupures de 247 millions de dollars. Couillard est celui, après Lucien Bouchard, qui a le plus fait usage des politiques d'austérité pour réduire la taille des services publics au Québec. Dans la revue L'Actualité, on titrait d'ailleurs, dans un article de 2015, pendant le mandat de Couillard, « Le Québec, un champion mondial de l'austérité ». On y explique que selon l'économiste Pierre Fortin, parmi tous les pays riches, seuls le Japon et l'Australie ont des politiques d'austérité aussi sévères que celles du Québec. Couillard a souvent fait référence à la nouvelle Bible néolibérale qui inspire les économistes de l'économie globale, The Fourth Revolution, The Global Race to Reinvent the State, qu'un article de la revue À bâbord définit ainsi. Un livre qui marque l'avènement d'un État qui créera les conditions propices pour attirer et favoriser les investisseurs d'ici, mais surtout d'ailleurs, des investisseurs qui seuls sont en mesure de créer de la richesse. Il s'agit d'une logique où l'on cherche à offrir de nouveaux marchés aux investisseurs, où le privé peut s'introduire insidieusement au sein du système public, grâce au rôle de facilitateur que le gouvernement se donne, et offrir des services qui auparavant étaient desservis par l'État à des entreprises privées. On se retrouve donc à déconstruire les acquis sociaux, à démanteler l'État-providence. Dans l'essai politique Séparés mais égaux, qui vient de sortir, de Christophe Allaire-Sévigny, qui aborde le problème de notre système d'éducation, surtout au primaire et au secondaire, en l'accusant de créer une ségrégation scolaire, un système bien financé pour les riches et un système décrépit pour les moins riches. L'auteur nous rappelle d'entrée de jeu dans son livre, par une citation de Paul Gérin-Lajoie, le premier ministre de l'Éducation au Québec, la vision sociale qui était à la base de la création du ministère de l'Éducation en 1964, au moment de la Révolution tranquille. Un système qui ne met pas au même niveau les riches et les pauvres, qui ne donne pas les mêmes chances à tous les enfants, quelle que soit leur langue, leur sexe, leur religion ou leur situation sociale, est fondamentalement injuste. Finalement, on pourrait dire que la lutte contre l'austérité est une lutte pour le bien commun. OK, c'est majorité écrasante dans toutes les salles. OK, dès qu'on va commencer, s'il vous plaît, je vous rappelle qu'il y a encore d'autres points à gérer.